Dormal prépare son doctorat à la VUB et à l'UGent concernant les vitraux pendant la Belle Époque dans le contexte des habitations privées. Ses points d'intérêt sont notamment l'Art nouveau, le vitrail et l'architecture qui l'accompagne à la fin du XIXe siècle, les primitifs flamands et l'époque du Moyen Âge. Je vous souhaite un bon webinaire. Dank u. Goedemiddag. Bonjour, je vais partager mon écran et vous devriez voir ceci. Ja? Oui, Oké, tout à perfect. fait. Merci. Oké, ik ga beginnen Je vais met commencer avec ik ga het hebben over le contenu de mon geschiedenis van de exposé. glasramen, dus D'abord chronologisch l'histoire vanaf des de 19e vitraux, eeuw. 19e siècle notamment. Ensuite, Technische je vais parler d'un peu de technique concernant la production du verre, les différents ateliers qui sont actifs au moment de la Belle Époque, l'iconographie, les différentes thématiques abordées, les styles des vitraux, et ensuite l'intégration dans l'architecture de ces vitraux. Je vais donc commencer par l'histoire, car les vitraux connaissent un long chemin, un long développement. Au XVIIIe siècle, on disait que l'art du vitrail, en fait, était morte. C'était une technique qui était de l'artisanat complètement oubliée. Et ce n'est que dans le deuxième quart du XIXe siècle, 1825 donc, à partir de là, que l'on a recommencé à faire cet artisanat. Il y a plusieurs raisons à cela. C'est sous l'influence des néo-styles dans l'architecture. Vous voyez par exemple les Houses of Parliament à Londres, gothique, sous l'influence de la littérature, comme l'œuvre Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui feront en sorte que des monuments comme la basilique de Vézelay, que vous voyez ici, en France, pourront effectivement être restaurés. Une autre raison pour laquelle on connaît cette résurgence des vitraux, c'est le nationalisme. Le jeune pays, la jeune nation qu'est la Belgique, cherche politiquement une identité. Les vitraux seront une manière de retrouver, de faire démonstration de cette identité, comme ici le château de Boekhout, province d'Anvers, et le jardin botanique, le Meis, juste à côté. Et finalement, la révolution industrielle en 1851, pardon, à Londres, on voit le premier Great Exhibition, donc l'exposition universelle, avec Crystal Palace comme grand exemple, ici sur la photo en haut à droite, avec une architecture en acier, fer et verre. Par la suite, on verra cette technique se développer également sur le continent européen, par exemple ici, les serres d'Alphonse Balla, également à Metz dans son jardin botanique, 1854, cet ouvrage. C'est d'ailleurs celui qui a juste précédé Horta qui a pris beaucoup. Ensuite, trois grands courants qui vont faire surface. Et le courant le plus populaire, en raison du fait que beaucoup d'églises sont restaurées à cette époque, sont construites à cette époque, des églises gothiques qu'on appelle la néogothique, le néogothique archéologique. C'est un style qui est lancé par le baron de Béthune en Belgique, qui est fortement inspiré par le style gothique international du XIIIe et XIVe siècle, où nous voyons donc des vitraux comme ici à droite, véritablement en 2D.
en 2 dimensions, sans aucune profondeur, avec des couleurs tout à fait primaires, du rouge, du jaune, du bleu et bien sûr des dessins très stricts avec une iconographie tout à fait catholique. Le deuxième style qui était un peu plus populaire parmi les bourgeois, c'est donc ici la Renaissance néo-flamande, comme ici l'hôtel de ville de Schaerbeek, l'intérieur de la maison Saint-Cyr à Bruxelles, avec des lambris lourds et des vitraux historisants, inspirés du XVIe, XVIIe siècle, généralement des dessins géométriques, avec au milieu des médaillons, avec des illustrations. Ici, on voit un vidimus, un dessin à l'échelle 1 sur 10, un dixième. Et le troisième grand courant qui va vers l'Art Nouveau déjà, est dû à Jean-Baptiste Capronnier. Il devient le chef de l'atelier en 1839 et l'atelier Capronnier sera l'atelier le plus important de Belgique. Ils font des milliers de vitraux, ils ont 50 collaborateurs et ils travaillent fortement à la tête du client, au souhait du client. Un petit peu selon les désirs du client, on va développer des vitraux. Je vous montre un exemple. Ici, un vitrail que l'on peut décrire comme étant peinture vitrifiée. C'est une peinture sur verre. Hein, donc, ça a été exécuté comme une peinture sur un support de verre, avec une inspiration souvent qui nous vient de l'Italie, la Renaissance italienne, inspirée des tableaux du XVIe et XVIIe siècle. Ici, c'est la cathédrale Sainte-Gudule. Voilà les 3 grands courants que je voulais vous décrire. Alors, techniquement, c'est ce qu'on va en parler tout à l'heure, mais comment un vitrail est composé, construit? Il y a d'abord une esquisse, un dessin qui est fait. Ensuite, on fait un vidimus, c'est du latin. Nous l'avons vu, vidimus. Ici à droite, à une échelle de 1/10, et l'artiste, très souvent, va faire tout son dessin sur papier pour dire voilà ce que j'ai vu comme œuvre artistique, voilà ce qu'il faut mettre en œuvre, exécuter. Après le vidimus, on a ici un carton avec une échelle à l'unité. Donc 1 centimètre sur le carton équivaut à 1 centimètre dans la réalité. Et donc parfois ces cartons sont énormes, hein, longs de plusieurs mètres. Ensuite, on utilise du papier calque pour indiquer les constructions verrières de la place du verre et du plomb est indiquée. Sur cette base-là, on va découper la vitre, on va la peindre, la cuire dans le four, et ensuite on va fixer cela dans des lignes de plomb pour achever le tout à la fin avec du mastic pour consolider l'ensemble. Alors pour les techniques de construction du verre, de fabrication du verre, ici c'est ce qu'on appelle le verre en plateau, en cive, on dirait des fonds de bouteille. C'est un cylindre que l'on forme et que l'on va couper à la taille d'une plaque pour l'utiliser dans le vitre. Et au milieu, donc où le tube de soufflage est attaché à la plaque de verre, c'est un dessin tout à fait stéréotype, c'est donc soufflé à la bouche.
Ici, ce qu'on appelle le verre d'Astisch et de l'allemand. Donc, on va couler le verre sur la table et cela passe sous un gros laminoir, un énorme rouleau qui aplatit le verre. Et bien entendu, cette partie du verre sera imprimée par la plaque de cuivre qui forme la table. Et donc, la texture peut être comparée au dessin extérieur d'un chou-fleur. Texture chou-fleur. Allez sur YouTube pour voir de très beaux exemples de la manière dont on fabrique toujours aujourd'hui ce type de verre. Ensuite, il y a le verre américain. Grosse invention, très importante dans la période d'Art Nouveau. Aux États-Unis, on fait donc cette invention, d'où le nom. Ce sont deux artistes qui travaillent à peu près au même moment, dans les années 80, 1880. Il y a Louis Comfort Tiffany et John Lafarge, qui inventent, si vous voulez, une nouvelle manière de colorer le verre dans sa masse. Ce qui fait que le verre aura au minimum deux couleurs. Donc, ce sont des verres opalescents, mais non translucides. Donc, ce n'est pas transparent, si vous voulez. La lumière ne passe pas. Et on aura donc une sorte d'apparence laiteuse. Et ce qu'on appelle donc le verre américain, qui sera très populaire à Bruxelles pendant la période Art Nouveau notamment, oui, parce que c'est du verre très très cher. On l'utilise souvent pour les petits détails. Par exemple, vous prenez ce vitrail à gauche, eh bien, ici il y a le verre cathédrale. C'est le verre le plus présent ici, mais parfois l'artiste utilise, comme ici dans les ailes de cet oiseau, l'américain ou le Tiffany, pour donner des accents particuliers. La production même, comment se fait-elle? Eh bien, il y a donc différents ateliers qui font du verre. J'ai fait une analyse sur la base des almanachs historiques. En fait, l'ancêtre de nos potins téléphoniques, même du bottin jaune, carrément, et les pages d'or, voilà. Et donc, j'ai fait la distinction entre les peintres sur verre et d'autre part, il y a les artistes actifs dans les verres à vitres, vitraux d'art. Et voilà le résultat. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'ateliers actifs. En 1911, pour prendre cet exemple, au paroxysme, donc juste avant la Première Guerre mondiale, il y a pratiquement 100 ateliers différents actifs à Bruxelles et les différentes couleurs vous montrent en fait finalement la part des artistes qui s'appellent peintres sur verre. En rouge donc ici, eh bien, c'est un groupe qui est de moins en moins important. Et ceux qui font des vitraux d'art, des vitraux peints en jaune, eh bien, ce groupe devient plus important. Une évolution claire au niveau de la technique, si vous voulez. En fait, les artistes du verre vont de moins en moins peindre le verre, mais on fera donc l'insertion de morceaux de verre dans l'ensemble, et c'est donc ça devient une technique plus importante. Je vous montre quelques exemples de ces encarts publicitaires dans cet almanach, dans les pages d'or, et c'est magnifique. Hein. Très souvent, on peut déjà constater quels sont les styles pratiqués par ces artistes. Ici, on a plutôt quelqu'un du néo-gothique pour les églises. Ici, c'est quelqu'un qui fait véritablement de l'art nouveau pour les habitations privées. C'est très amusant de faire ces analyses. Alors, au niveau de l'iconographie et du style, bien entendu, tout commence
au 19e. Et l'Art Nouveau, on peut parler de 1893 avec Victor Horta, avec ici la maison Autrique à Schaerbeek, ici en haut à droite, avec un vitrail qui, pour la première fois, montre du verre américain, du verre Tiffany, c'est pour les fruits dans l'arbre, et ces compositions, très clairement, sont inspirées de l'imagerie japonaise, qui devient très populaire à ce moment-là, à partir du milieu du 19e, je dois dire. Également à l'hôtel Tastel, l'autre bâtiment Art Nouveau de Victor Horta de la même année, 1893. Ici, vous avez un paysage montagneux inspiré de l'imagerie japonaise. Alors, l'exécutant pour Horta fait donc le design, et c'est Raphaël Evaldre, qui possède le plus grand atelier Art Nouveau à Bruxelles, qui va faire la mise en œuvre, l'exécution. Ici, ce personnage, M. Evaldre, avec une photo ici de son bâtiment à Uccle. Et Evaldre est surtout connu par sa collaboration intense avec Victor Horta, et dans pratiquement tous les grands bâtiments de Victor Horta, comme ici l'hôtel Van Eetveld, à droite, et à gauche l'hôtel Solvay. Horta fait donc le dessin, et Evaldre va exécuter. Alors, quelle est la relation entre ces architectes et les vitraux? On va donc parler de l'intégration dans l'architecture. Et la littérature nous enseigne ceci. Il faut savoir que les magazines fin 19e siècle sont très clairs. Ils nous indiquent que les vitraux, le vitrail, est soumis à l'architecture. Il est très important que les architectes conçoivent leurs vitraux dans le même style que l'architecte. Citation pour vous démontrer cela, vous reprendrez les dias à la fin de notre séminaire si vous le voulez. Et donc, ici, une lettre très claire à Evaldre, Horta qui dit à Evaldre, au vitrail du plafond d'Orangerie, je n'ai pas encore approuvé celle-ci parce que nous devons changer les verres bleus. Et donc, pour cette lettre dans le musée Horta, ce texte est souligné en vert sur la droite. Donc, des directives très claires de l'architecte, M. Horta, aux artistes. Et lors d'une génération plus récente, on voit plusieurs styles dans un seul bâtiment. Jules Brinfo, par exemple, a érigé ce bâtiment en 1899 avec un style, on va dire, néo-italien, gothique, oui, mais beaucoup d'éléments de Renaissance et un vitrail intérieur qui est bien intégré dans ce même style. D'autre part, Brinfo fait également dans la même année, en 1899, ce bâtiment-ci. Vous voyez ici la façade, avec une façade absolument éclectique. Il n'y a pas un seul style à reconnaître dans cette façade. Par contre, il y a un vitrail Art Nouveau gigantesque à l'intérieur. Donc, la clarté se fait un petit peu plus désirée, et les architectes les plus récents, dans la troisième génération, on voit vraiment que c'est le choix du client qui prévaut. On le sait parce que, par exemple, ces oiseaux qui reviennent dans toutes les compositions, chaque fois exécutés par M. Evaldre, mais donc à différents endroits à Bruxelles, on voit ces oiseaux à l'identique. Et donc, ce sont des objets vendus sur catalogue. Ici, vous voyez ce document au choix du client. Et donc, le propriétaire du bâtiment peut choisir tel ou tel dessin pour son salon, ou telle illustration, telle figure, tel oiseau dans ma salle de bain. Et
cela vous donne ces résultats-là. van een atelier genaamd Un Ernesto atelier, Bauer. l'atelier Ernesto Bauer, qui a fabriqué ceci Aan de avec son rechterkant een catalogue catalogus, dus een de tekeningenlijst waarop produits. dit glasruim kan Donc, il fait ce dessin et il dit au client, voilà, voici ce que vous pouvez commander chez moi. Et chez moi, à Koekelberg, j'ai donc retrouvé exactement ce même vitrail pour cette plus jeune génération des architectes. J'aimerais faire une petite explication concernant la prime pour le petit patrimoine. En fait, la rénovation de vitraux visibles depuis l'espace public, ça peut vous donner droit à une prime. Cette prime doit se demander avant de commencer la restauration et cette prime est de 50% du coût à l'exclusion de la TVA avec un maximum de 10 000 euros par bâtiment par période de 5 ans ou par unité de propriété pour des copropriétés. Ce pourcentage peut être majoré de 25% si le revenu est inférieur à 40 000 euros par an et de 2 500 ou si les bâtiments se trouvent dans un contrat dans un quartier sous licence. Le conseiller et Domgré sont à votre disposition pour vous accompagner dans l'obtention de ces primes, vous aider à faire la demande.